Merci à tous, merci. Mes chers compatriotes, développeurs, développeuses, il y en a quelques-unes, j'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui pour dévoiler le programme qui sera celui de ma campagne et qui vous amènera, je l'espère, à prendre mon parti lorsque vous devrez faire le choix crucial du bon framework pour servir de base à la construction de votre prochaine application web. Et si cette phrase est trop longue, rassurez-vous, toutes les suivantes seront plus courtes. Mais d'abord, permettez-moi un bref rappel biographique. Vous connaissez sans doute Propel, Faker, Uptime, Gremlins, plus récemment NGAdmin. Mon engagement sur ces projets me place résolument dans le parti de l'open source. Par ailleurs, j'ai exercé des responsabilités importantes dans le premier framework Symfony. En cela, j'ai pris part à la grande réforme du PHP. Je dirige actuellement Marmelab, une PME dans le domaine de l'Internet, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy. Et je voudrais, pour commencer, témoigner de ma propre expérience en matière de choix de framework. En 2006, il y a bientôt 9 ans, j'étais persuadé que de tous les frameworks, c'était Symfony le meilleur. 5 ans plus tard, en 2011, à ceux qui me demandaient mon avis, je répondais que Symfony, c'était fini. Que s'est-il passé entre les deux? Comment se fait-il qu'un framework qui n'a cessé de progresser d'année en année, comment se fait-il que Symfony ait perdu, à mes yeux, tout crédit? La vérité, je vous la livre toute crue. Entre 2006 et 2011, les besoins des applications web se sont complexifiés. L'approche Symfony 1, inspirée du Rapid Application Development, ne suffisait plus. Il fallait remettre toutes les cartes sur la table pour mieux découpler le code applicatif. C'est la direction qu'a prise Symfony 2. Mais pour ma part, je n'avais pas compris que l'environnement avait changé. Je voyais le monde de 2011 avec les yeux de 2006. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une confession. J'ai changé. J'ai ouvert les yeux. Et j'ai compris que cette question de l'adaptation d'un framework à son environnement est tout à fait cruciale. Car lorsque l'environnement change, les êtres vivants répondent au changement. Et en la matière, nous avons 2 types de réactions, la résistance et l'adaptation. L'adaptation, quant à elle, peut se faire en subissant le changement ou en allant en devant, en innovant. Mon parti, c'est celui de l'innovation. Mon pari, c'est de vous convaincre aujourd'hui de me rejoindre. Car le monde du développement web change trop rapidement pour qu'on puisse se permettre de rester assis sur le bord de la route à regarder passer le train. Et pour vous convaincre, je propose de vous exposer le programme du Parti de l'innovation. Mais avant cela, il faudra aller chercher ce qui, dans l'histoire des frameworks, doit nous servir de leçon. Car il n'est pas question de refaire les mêmes erreurs. Alors j'aperçois parmi les sympathisants quelques cheveux blancs. Vous, les vieux routards de l'Internet, vous les soutiers du World Wide Web, vous avez connu comme moi les CGI en C, les fichiers séquentiels indexés et la méthode Meurize. Mais j'ai l'impression que la plupart d'entre vous n'étaient pas nés quand la France est devenue championne du monde de football. Aussi, permettez-moi un bref rappel de ce que furent les frameworks jusqu'à aujourd'hui, pour que tout le monde s'accorde sur les racines du mal qui nous ronge. Car la politique trouve toujours ses racines dans l'histoire, quitte parfois à la réécrire à son avantage. L'histoire remonte au début de ce siècle, souvenez-vous. Quelques entreprises à la pointe de l'innovation développaient une activité commerciale sur Internet et donc un site dynamique. Ces entreprises n'utilisaient pas PHP. Oh non. PHP 4 est peut-être sorti en mai 2000, mais je peux vous dire qu'aucun ingénieur informaticien, un tant soit peu sérieux, n'utilisait à l'époque autre chose que C++ ou Java. Alors, avec le développement des activités web, le volume de code Java a rapidement grimpé. Et les directeurs des systèmes d'information ont lu dans 01 Informatique qu'il fallait mettre en commun la partie réutilisable de leur projet, sous la forme d'un framework. En fait, pour tout vous dire, il parlait à l'époque de cadre logiciel, et même de cadriciel. Qu'est-ce que c'était qu'un framework à l'époque? Eh bien, c'était un simple ensemble de classes,
une bibliothèque de composants qu'on pouvait copier dans un nouveau projet pour démarrer plus vite. Et sur ce modèle, quelques développeurs PHP ont sorti le PHP Extension and Application Repository, ou PER. Et en ce temps-là, c'était ce qui se rapprochait le plus d'un framework en PHP. Et avant de poursuivre, je voudrais, si vous me le permettez, ouvrir une parenthèse. Il existe une maladie qui ronge les développeurs génération après génération. C'est d'ailleurs l'un des cancers de notre communauté. Je veux parler de cette habitude de réinventer la roue en permanence. Eh bien, au milieu des années 2000, d'éminents universitaires ont alerté les agences web sur cette dérive. Et ils avaient dans leur mallette une solution toute prête. Pour éviter de réinventer la roue, ils injectaient des design patterns dans les applications. Alors, je vous le concède, c'était déjà plus une nouveauté, mais en 2002, les développeurs ont découvert des design patterns bien plus efficaces, théorisés par Martin Fowler dans son livre Patterns of Enterprise Application Architecture. Ce livre-là a popularisé les patterns Model View Controller, Active Record, Registre, et bien d'autres. Bon, je n'y reviens pas, vous l'avez tous lu. Et puis, les développeurs ont appris à faire de la vidéo. Et Ruby on Rails a montré comment monter un blog MVC en 15 minutes chrono dans un screencast spectaculaire. Instantanément, les bibliothèques de composants des années 2000, ces frameworks à l'ancienne, sont devenus has-been. Tout le monde voulait alors basculer sur son open source MVC Full Stack Framework. En parallèle, j'ai vu le mouvement de l'open source acquérir lui aussi une très grande popularité. J'ai moi-même commencé à donner de mon temps gratuitement pour ma communauté. Et je l'assume. Venons-en, si vous le voulez bien, à l'ascension fulgurante du langage PHP. PHP a donné naissance en 2001 à Drupal, en 2002 à Wikimedia, en 2003 à WordPress. Ces logiciels très populaires ont permis à des personnes qui n'avaient jamais appris l'informatique à faire des sites web. Des développeurs novices, adeptes du copier-coller, pour qui la programmation objet était une langue étrangère. C'est vers 2006 que j'ai vu des développeurs plus expérimentés commencer à appliquer à PHP les recettes popularisées par Rails, Django ou Spring. Ces frameworks ont publié les premiers vrais frameworks, ces développeurs ont publié les vrais frameworks PHP full stack, Mojave, Symfony, Zen Framework. Je passerai sous silence le cas de SPIP. Ces frameworks PHP ont marqué le début de la professionnalisation du développement en PHP. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait tout à faire pour professionnaliser PHP. Symfony est sorti avec son propre moteur de test unitaire, avec sa propre ligne de commande. Et au-delà du simple code, Symfony a popularisé beaucoup de bonnes pratiques de développement. Et je suis bien placé pour le savoir. C'est avec Symfony que j'ai moi-même appris à développer. Côté client, j'ai vu pour la première fois le contenu d'une page web changer sans que la page soit rechargée. C'était dans Gmail. Google a réutilisé une technologie inventée par Microsoft. C'est, vous l'avez deviné, Ajax. Cette petite révolution a donné naissance à une nouvelle génération d'applications web. Mais il a fallu l'émergence du premier framework JavaScript nommé Prototype pour vraiment populariser son utilisation. Et puis un autre framework JavaScript est sorti, il proposait une approche non obtrusive, à l'opposé de celle de Prototype, vous le connaissez, c'est jQuery. Et il a été adopté immédiatement à une quasi-unanimité. Je vous ai dit que les développeurs PHP les plus libéraux ont progressé en lisant du code développé dans d'autres langages. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont continué à le faire. Et ils en ont rapporté bien d'autres concepts très traditionnels. Injection de dépendance, programmation par interface, architecture hexagonale, etc. Les frameworks PHP sont donc passés au niveau 2 de l'abstraction. Souvenez-vous, Symfony 2, Zen Framework 2, Doctrine 2. Malheureusement, vous vous doutez bien que ces frameworks n'étaient pas compatibles avec les versions 1. Et si vous me demandez si moi aussi j'ai pu céder aux sirènes de l'abstraction et de ses conservateurs, je vous répondrai ceci. Est-ce que j'oserais me présenter devant vous aujourd'hui si j'avais quelque chose à me reprocher?
Mais la plus grosse révolution dans le monde PHP à cette époque, ça a été l'interopérabilité. L'autoloading, PSR0 et Composer ont donné naissance à une toute nouvelle façon de développer en PHP, plus ouverte, moins exclusive. Enfin, on pouvait composer un assemblage sur mesure sans nécessairement embarquer tout un framework. Et cette nouvelle façon de faire du PHP a permis aux entreprises de franchir le pas. Pas trop tôt, me direz-vous. Mais à leur décharge, une fois décidé, les entreprises ont validé l'utilisation de PHP de façon massive. Aucun secteur n'a été épargné. Pour les développeurs PHP, c'est devenu le règne du plein emploi. C'est aussi à ce moment que le geek est devenu sexy. Excusez du peu, en 2010, excusez-moi, les lecteurs de Time Magazine ont élu homme de l'année un développeur. Et c'est alors qu'est arrivé un virage assez inattendu. Et pour vous dire toute la vérité, il m'a aussi pris par surprise. Mais ce qui est dans la sphère privée doit rester dans la sphère privée. Jusqu'alors, le monde du PHP était encore assez lié aux hébergeurs grand public. Hormis PHP et MySQL, on ne pouvait pas y installer grand-chose. Ça explique pourquoi Symfony, WordPress, Drupal venaient chacun avec leur cache, avec leur système d'événements, avec leur moteur de recherche. Eh bien, en parallèle de la professionnalisation du PHP, l'émergence du cloud a changé la donne de l'hébergement. Désormais, pour quelques dollars par mois, on pouvait être root sur un serveur virtuel et les frameworks PHP ont donc pu déléguer une partie de leurs tâches à des logiciels spécialisés comme Nginx, RabbitMQ ou Elasticsearch. Au même moment, les progrès des navigateurs ont permis au web de s'imposer sur mobile et même hors connexion. HTML5 a déplacé la logique applicative du côté du client. Et pour organiser cette nouvelle masse de code JavaScript, un nouveau courant s'est formé autour de Backbone.js. Ce courant des frameworks MV étoile a remporté tous les suffrages. Donc, rabotés côté infrastructure et côté client, les frameworks PHP ont réduit leur périmètre. Ils se sont concentrés sur le cœur des applications web, c'est-à-dire la couche HTTP. Et comme ça ne demandait pas beaucoup de code, eh bien, il a suffi de frameworks tout petits, des micro-frameworks. En PHP, dans la lignée de Sinatra, c'est Silex qui apportait une bouffée d'air frais. On pouvait donc développer une application web sans dépenser 2 mois de montée en compétences sur un framework full stack. J'ai dit que les frameworks voyaient leur périmètre rétrécir. Eh bien, le paradoxe, c'est que dans le même temps, ces frameworks n'ont pas cessé de grandir en taille. Un peu comme les dinosaures qui ont grandi toujours plus. Et vous savez où ça les a menés. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de la vitesse du changement qui s'est imposée au web à partir de 2014 ? Il faut dire la vérité aux développeurs. Cette période-là a été à la fois une période de forte croissance et une crise très grave. Prenez la programmation fonctionnelle. Depuis 1930, elle vivotait dans une indifférence notoire, sauf que quand les développeurs se sont mis à avoir des problèmes de parallélisme, ils ont découvert que Haskell, Clojure ou Scala s'en sortaient bien mieux, en évitant ce qu'ils appelaient les effets de bord. Prenez la programmation déclarative qu'on évoquait qu'en cours d'informatique à propos de SQL et des expressions régulières. AngularJS a rappelé que HTML aussi était un langage déclaratif. Et c'est devenu soudain une évidence de s'attacher à répondre au quoi plutôt qu'au comment. Prenez les langages fortement typés. Pour les développeurs web, quel conservatisme! Quel est l'intérêt d'aider un compilateur quand le code est interprété? Oui, mais voilà, en 2014, le gros du développement se faisait sur mobile, en Objective-C, en Java. Typage fort obligé dans les 2 cas. Les types se sont présentés comme une bonne alternative aux objets, car les types sont moins lourds et plus flexibles. Côté architecture, les microservices ont permis d'assembler des composants développés dans des langages différents, comme des pièces de puzzle. Et Docker a rendu ça possible, sans exiger des développeurs une reconversion en administrateur système. Mes chers compatriotes, la vérité est dure à entendre, mais elle est là. Le triptyque Apache, PHP, MySQL s'est révélé incapable de faire face à ces nouveaux paradigmes.
Et les développeurs sont allés voir ailleurs, vers Go ou vers Node.js. Quant au framework PHP full stack, ils en ont pris un sacré coup. Quelle est la vraie raison de cette déchéance? Eh bien, puisque vous me posez la question, je vais vous répondre. La vraie raison, c'est que les frameworks PHP ont souffert des manques du langage PHP lui-même. PHP avait fait son temps. Il aurait fallu le laisser s'éteindre paisiblement. Mais certains se sont acharnés. PHP-NG, Zephyr et Hack ont ajouté des capacités d'asynchronisme, un typage fort, des vrais lambdas. Le problème, c'est que la génération qui a pris le pouvoir en 2017 avait appris la programmation avec JavaScript et pas avec PHP. Et quand Symfony 3, Doctrine 3 et Drupal 8 sont sortis, ce fut dans l'indifférence générale. L'innovation, la vraie, explosait dans les nouveaux langages. Les langages compilés comme Rust, Swift ou Go ont repris l'avantage grâce à une bien meilleure vitesse de développement. Les microservices tournaient non plus sur des Docker, mais sur des microsystèmes spécialisés, des unikernels comme MirageOS. Et pour le reste, de plus en plus de logique pouvait s'exécuter dans le navigateur, et comme Chrome embarquait GoScript, eh bien la question du langage ne se posait plus. HTTP2, grâce au multiplexage des requêtes, a eu la peau d'ascétique. Et si vous voulez mon avis, c'était pas trop tôt. À cause des révélations d'Edward Snowden, les développeurs PHP qui n'étaient pas experts en sécurité ont perdu toute crédibilité et ils ont dû se rabattre sur les jeux Facebook. De toute façon, HHVM était la seule possibilité de faire encore du PHP, puisque tous les développeurs du cœur de PHP s'étaient suicidés lors d'une grande cérémonie collective qui faisait suite à l'échec de PHP 7. Et puis, Google a racheté Microsoft, Apple a racheté Samsung, et ça a été le début de la guerre. Tout cela nous mène à aujourd'hui. Nous sommes en 2020. Tous les nouveaux projets utilisent soit Go, soit JavaScript, des micro-frameworks et une architecture microservice. Les langages modernes embarquent tous une librairie HTTP, et les frameworks full stack sont sous la barre des 5%. Quant aux développeurs PHP, ils luttent pour maintenir des applications legacy dont le déficit de stabilité n'arrête pas de se creuser. Enfermés dans un modèle qui s'essouffle, ils appellent à l'aide. Et c'est notre devoir d'y répondre. Vous l'aurez compris, l'histoire n'est pas tendre avec les frameworks, et avec PHP non plus d'ailleurs. Mais un historien ne se contente pas d'établir les faits. Il cherche à comprendre les mécanismes qui expliquent les mouvements de l'histoire. Eh bien, voici mon interprétation. Et tout d'abord, une évidence. Les frameworks ont une tendance naturelle à grossir au-delà du raisonnable. Laissez un framework vivre paisiblement et il doublera de volume allègrement tous les 3 ans. Mais la taille devient rapidement un problème. Ma conviction, c'est qu'un framework full stack ne peut servir qu'à titre transitoire, le temps que l'écosystème devienne mature. Regardez la communauté Node.js. Quel est le framework full stack leader dans cet écosystème? Bien, la réponse c'est on s'en fiche, personne n'en a besoin. Et est-ce que vous avez vous-même besoin d'un framework full stack? Alors j'entends souvent dire que c'est indispensable, notamment pour les grosses applications. Mais c'est un mensonge. Lorsqu'une application grandit, il faut la découper en plus petites applications, moins couplées, plus maintenables. Dans ce cas, les micro-frameworks suffisent. Ces petits frameworks, ils sont plus faciles à apprendre, plus faciles à mettre en œuvre, et ils sont plus rapides. Et d'ailleurs, à tellement rétrécir, les micro-frameworks finissent parfois par disparaître. Par exemple, pourquoi faire un micro-framework HTTP en Go? Le langage a déjà des primitives pour une request, pour une response, pour un handler, pour le routing. Donc c'est inutile. Pour vivre longtemps, vivons petit. Je n'invente rien, c'est la philosophie d'Unix. Écrivez des programmes qui font une seule chose et qui le font bien. Écrivez des programmes qui collaborent. Et ça marche. La deuxième leçon que je tire de l'histoire des frameworks, c'est que lorsqu'un framework n'est plus adapté à son environnement, eh bien, il survit quand même. C'est que les applications qui utilisent ces frameworks vivent elles-mêmes très longtemps. La banque, par exemple, a mis du temps à venir à Zen Framework. Mais une fois le pas franchi, il faudra attendre encore 10 ans pour changer de technologie. Une petite question, y a-t-il dans cette salle des gens qui maintiennent une application basée sur Zen Framework 1?
Et oui, vous voyez, ces applications, du point de vue technique, sont souvent surendettées. Elles n'ont plus la capacité de se renouveler, mais il faut bien les entretenir. Et c'est pour cette raison qu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours besoin de développeurs PHP, comme on a toujours besoin de développeurs COBOL. Donc, n'ayez pas peur de perdre votre emploi en faisant uniquement du PHP. Avec PHP, vous ferez du développement durable. Seulement, ne venez pas vous plaindre demain si vous travaillez toute votre vie sur l'application que vous développez en ce moment même. Et plus un framework fait de choses, plus il a la peau dure. Les frameworks full stack servent souvent de squelette aux grosses applications. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas pour changer de framework? La solution, elle est dure à entendre. Il faut éviscérer l'application. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que vous ne faites pas de l'informatique pour avoir les mains tachées de sang. Et vous avez raison. C'est pourquoi il est urgent de concevoir les frameworks non plus comme des squelettes, mais comme des exosquelettes. Le squelette d'une application, ça ne peut être que sa logique métier. Un dernier point, si vous me le permettez. Les plus gros frameworks sont utilisés dans les structures qui évoluent le moins vite. Et c'est pourquoi les frameworks full stack d'aujourd'hui ne sont pas prêts de disparaître. Je vous ai parlé de vie et de mort des frameworks, eh bien, je vais aller plus loin. Je voudrais invoquer l'héritage de Charles Darwin et comprendre si les frameworks subissent la sélection naturelle. Comme les êtres vivants, les frameworks se perpétuent sur plusieurs générations. Symfony en est à sa version 2, Laravel a déjà 4 itérations, ASP.NET MVC en est à sa 5e génération. Comme les êtres vivants, les frameworks s'accouplent et leurs rejetons présentent un mélange des caractéristiques des deux parents. Symfony 2 a pris l'injection de dépendance de Spring. Express a pris les middleware de Sinatra. Dans le monde de l'open source, ça s'appelle la cross-pollinisation. Comme les êtres vivants, les frameworks peuvent muter d'une génération à l'autre. Ainsi, qui aurait pu prévoir que Symfony 2 soit totalement incompatible avec Symfony 1? Et comment se fait-il que Doctrine 2 ait perdu son Active Record? Comme les êtres vivants, les frameworks s'affrontent en période de rut. Et en ces affrontements qu'on nomme benchmark, il y a des dégâts qui sont parfois très sanglants. Et même si les frameworks ne meurent pas à proprement parler, puisqu'on les met dans des réserves, il y a bien une sélection naturelle. Un framework qui n'est plus adapté à son environnement n'est plus choisi pour les nouveaux projets. Si le système des frameworks suit les lois de l'évolution, alors personne ne peut ignorer ce qui va se passer. D'abord, les frameworks seront toujours là, sous une forme ou sous une autre, parce qu'ils savent évoluer. Ensuite, nous n'utiliserons plus les frameworks actuels dans 5 ans, parce qu'ils ne seront plus adaptés. Enfin, et c'est le plus terrifiant, le framework le plus utilisé dans 5 ans n'est probablement pas encore né. Parlons maintenant de vitesse d'évolution. À chaque génération, les frameworks poussent plus loin les concepts sur lesquels ils s'appuient. Sauf que pendant ce temps, d'autres frameworks se lancent, qui se concentrent en général sur des usages plus limités. Et comme ils n'ont pas d'historique, ils peuvent repartir sur des bases complètement repensées. Ça leur permet souvent d'être plus performants. Laissez-moi vous donner un exemple. Le framework Symfony 2, que vous connaissez bien, fait toujours plus pour les entreprises, notamment en matière de sécurité. Symfony supporte donc la restriction d'accès par OAuth, par ACL et par adresse IP. Et en pratique, il faut utiliser le composant Expression Language pour définir des règles de firewall dans un fichier YAML. Et pour comprendre comment faire, il faut lire une documentation de 20 pages et comprendre l'architecture des providers, des voteurs et des tokens. En marge de Symfony, l'auteur de Silex, Igor Widler, a lancé un projet PHP nommé Stack. Il s'agit d'une collection de middleware de décoration de kernel HTTP. Parmi ces middleware se trouve Hyperrestrict, dont la documentation tient en 10 lignes et qui fait la même chose. Est-ce que les développeurs de PHP sont meilleurs que ceux de Stack? Non, la question n'est pas là. C'est juste que Stack permet une innovation de rupture, là où Symfony ne permet qu'une innovation incrémentale. L'innovation de rupture, elle commence là où on ne l'attend pas. Elle adresse un périmètre plus petit
Et elle apporte au début un niveau de satisfaction un peu inférieur. Mais son rythme de croissance peut être bien plus rapide, et c'est que même une évolution rapide ne résiste pas à une révolution. Une petite seconde. Alors, je connais plusieurs exemples de frameworks très populaires qui n'arrivent plus à évoluer. C'est qu'ils doivent suivre un mode d'évolution qui est dicté par leurs utilisateurs. Les utilisateurs, ils veulent toujours plus de nouveautés, mais sans la rupture de compatibilité. Et à chaque version majeure, eh bien, ils traînent des pieds pour mettre à jour leurs applications. Premier exemple, jQuery. C'est un citoyen très respecté du monde des frameworks et avec raison. Mais c'est là qu'est le problème. Tout changement majeur casse potentiellement des milliers de plugins, des dizaines de milliers d'applications. Résultat, jQuery 1.0 est sorti en août 2006, jQuery 2.0, la première version à casser la compatibilité, est sortie en août 2013. 7 ans plus tard, une éternité. Deuxième exemple, Symfony. Symfony 3, la prochaine version majeure, a déjà été annoncée. Elle n'apportera rien de nouveau. Il ne s'agira que de faire des changements de détails dans les signatures des méthodes. Ces changements sont d'ailleurs déjà présents dans la version 2.6, mais ils ne sont pas obligatoires. Symfony 3 sortira uniquement pour casser la compatibilité avec la version 2. Et pour cela, la procédure de mise à jour fait déjà plus de 10 pages. Que les éditeurs de framework caressent à ce point les utilisateurs dans le sens du poil, j'appelle ça du populisme. Le résultat, c'est que les frameworks populaires sont condamnés à des cycles d'évolution longs et rigides. Et si vous voulez mon avis, il ferait mieux d'adresser de nouveaux usages et, à travers eux, de nouveaux utilisateurs. L'ADN d'un framework, c'est de pallier les insuffisances du langage pour faciliter l'implémentation des design patterns. Mais lorsqu'un framework devient tellement populaire qu'il est utilisé par une majorité de développeurs, alors le langage tente à réintégrer ses fonctionnalités. Et il faut alors inventer des nouveaux frameworks pour aller encore au-delà. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, pour manipuler le DOM dans un navigateur, il ne vous viendrait pas à l'idée d'utiliser jQuery. Non, le sélecteur CSS qui est intégré avec Mascript 5 fait très bien le travail. C'est que HTML5 a réintégré beaucoup des fonctionnalités de jQuery. Et grâce à HTML5, on peut faire des nouveaux frameworks comme AngularJS et donc des applications plus sophistiquées. Donc, les langages capitalisent sur le succès des frameworks pour permettre les prochains sauts technologiques. Mais les frameworks historiques, eux, sont contraints de supporter les vieilles versions des langages pour contenter leur base d'utilisateurs. Zen Framework 2 est tellement moderne qu'il n'utilise aucune fonctionnalité de PHP 5.4, de PHP 5.5, ni de PHP 5.6. Pour bénéficier des dernières avancées technologiques, il devient donc indispensable de choisir un framework jeune, basé sur la dernière version d'un langage. Mais tant qu'à changer de version de langage, pourquoi ne pas utiliser un langage différent, vraiment adapté aux nouvelles problématiques ? Plutôt qu'utiliser React PHP et tordre le bras à PHP pour lui faire de la synchrone, pourquoi ne pas développer tout simplement en Node.js, qui fait ça nativement depuis des années ? Je fais de la provocation, mais c'est volontaire. Comme changer de framework régulièrement, changer de langage est une mesure d'hygiène. Les frameworks les plus populaires aujourd'hui sont open source. Mais à y regarder de plus près, ces frameworks populaires sont tous dans la main de sociétés à but purement commercial. Zen Framework, c'est Zen Technologies. Drupal, c'est Acquia. Symfony Silex, c'est Sensiolabs. Tous agitent le drapeau de l'open source, mais en sous-main. C'est le grand capital qui tire les ficelles. Je vais vous faire une confession. J'aime l'entreprise. Et je comprends très bien qu'entretenir un framework professionnel puisse coûter de l'argent, beaucoup d'argent. Il existe d'ailleurs un modèle qui permet de calculer approximativement le coût de développement en fonction du nombre de lignes de code. On l'appelle le Constructive Cost Model, ou COCOMO. Selon le COCOMO, Zen Framework 2 a coûté approximativement 4 millions de dollars. Vous me direz,
La moitié du code de Zen Framework n'a rien coûté puisque c'est un copier-coller du code de Symfony. Je ne suis pas là pour faire de la polémique, mais je vous rejoins sur un point. Une grosse partie de l'effort de développement est gratuit puisqu'il est offert par la communauté. Malgré tout, pour suivre et organiser cette communauté, il faut de l'argent. C'est Zen Technologies qui sponsorise le Zen Framework, et vous pensez bien que cette société a une idée de profit derrière la tête. Et oui, en utilisant ce framework, vous aurez besoin un jour ou l'autre de support, de formation, de certification, de profiler, d'analyseurs statiques de code, etc. En ce sens, la simplicité d'utilisation d'un framework est tout à fait contraire aux intérêts de son éditeur. Cette contradiction peut expliquer que, dans l'histoire des frameworks, la professionnalisation mène à un certain immobilisme. Lorsqu'une société est très impliquée derrière un framework, au point d'en être dépendante économiquement, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Moi, je n'aime pas ça. J'appelle ça du vendeur lock-in. Et maintenant que nous partageons ce constat terrible sur les effets néfastes des frameworks et sur ses conséquences sur la vie des développeurs, il n'est plus possible de tourner le dos à la réalité. C'est mon devoir de vous proposer une alternative. Car si on ne parle pas aux développeurs mécontents, s'ils voient chaque année de nouveaux frameworks arriver et reproduire les mêmes erreurs, alors ces développeurs iront vers les extrêmes. C'est irresponsable de ne pas répondre à leurs attentes. C'est pourquoi je vous propose un programme clair, ambitieux et déterminé. Ce programme ne fera pas que des heureux, mais je dis halte à la pensée unique, insupportable, qui fait qu'on ne peut pas parler de certains sujets sans se faire taxer de démagogue. Le programme du Parti de l'innovation, c'est mon programme, et c'est le programme du changement, car le changement, c'est maintenant. Premier point. Ma priorité, c'est le domaine. Arrêtons de structurer le code métier en fonction d'un framework. Comment faut-il organiser les classes d'un site de e-commerce? Ce n'est sûrement pas à Zen Framework d'en décider, et pas plus à Symfony, ni à Laravel. Suivons le plan dessiné par celui qui connaît le mieux le domaine. Ce n'est qu'après que nous pourrons ajouter les frameworks qui permettent d'exposer cette logique sous forme de services web, de lignes de commande ou d'applications mobiles. Parce que le modèle métier ne va pas changer, mais le framework, lui, va changer. Deuxième point, mettons un point final au framework full stack. Cette potion amère n'en finit pas de produire des dégâts irréparables. Et pourtant, on nous la resserre encore et encore. Il ne s'agit pas de stigmatiser l'un ou l'autre, mais ayons le courage de franchir le pas. Dites non au tout Symfony, non au tout Laravel, dites non au tout Zen Framework. Les développeurs en ont assez. Ils ne cessent de réclamer une solution plus souple, plus évolutive. Cette solution, ce sont les microservices, basés sur des micro-frameworks, qui communiquent selon des standards d'interopérabilité. Troisième point, il est temps de lever le tabou du métissage et mêler plusieurs frameworks au sein d'un même projet. Ceux qui pensent qu'il n'y a qu'un seul bon framework font surtout preuve de leur ignorance. C'est la même chose avec les design patterns, MVC et Entity Manager. Ça ne marche pas dans 100% des cas. Donc Symfony et Doctrine ne sont pas bons à tout faire. Je propose pour ma part d'introduire une dose de proportionnel dans les frameworks. Mettons du Silex dans notre Zend, mettons du Propel dans notre Drupal, mettons du React dans notre Symfony. J'irai même plus loin. Mettons fin au dogmatisme du tout PHP. Ça va vous paraître contradictoire puisque ce meeting rassemble principalement des sympathisants de PHP. Mais mon programme milite pour la pluralité des langages. Car s'il existe un langage tellement merveilleux qu'il permettrait de tout faire, vous ne croyez pas que ça ferait longtemps qu'on n'utiliserait plus que celui-là? C'est notre devoir de passer un peu de temps avec chacun, afin d'en évaluer les innovations et de voir ce qu'ils peuvent nous apporter. Soyons à l'écoute des nouveaux paradigmes de programmation, le déclaratif, le fonctionnel, le fortement typé. La programmation orientée objet, après tout,
n'est pas devenue dominante en un seul jour. Tous les langages doivent être les bienvenus dans notre grande famille. Quatrième et dernier point. Pour pouvoir utiliser plusieurs langages, plusieurs frameworks, il faut les connaître, il faut les apprendre. Je propose de mettre fin aux 35 heures de développement qui nuisent à la compétitivité de nos entreprises. À la place, je propose de passer aux 32 heures. Ça vous libérera une journée par mois pour vous former sur les nouvelles technologies, sur Go, sur Lua, sur Scala, sur Docker. Rendons obligatoires les Hack Days, ces journées hors projet où on peut s'immerger complètement dans un nouveau paradigme. Et si votre patron n'est pas d'accord, eh bien, changez de patron. C'est en ce moment, en situation de plein emploi, qu'il faut relancer les négociations syndicales. Et pour consolider ces acquis, je recommande d'introduire dans chaque projet un nouveau langage, une nouvelle bibliothèque, sur une petite partie du périmètre. Ainsi, vous saurez si ça tient la route en conditions réelles. C'est tout, et c'est déjà beaucoup. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour rassembler une large majorité autour des idées du Parti d'innovation. Sachez que ce n'est pas par appétit du pouvoir ou pour ma gloire personnelle. Mais si je ne le fais pas, qui d'autre viendra ici défendre les droits des plus faibles? La communauté des développeurs m'a bien fait sentir qu'il était de mon devoir de prendre les choses en main. Et si vous me demandez si je suis candidat à l'élaboration d'un nouveau framework, je vous dirais que j'y pense le matin en me rasant. Mais je sais que ce que les développeurs veulent, ce n'est pas un énième framework. Les développeurs en ont assez de ces querelles intestines. La priorité, c'est de développer des produits et des produits qui marchent. Avec le parti de l'innovation, ne subissez plus le changement, suscitez-le. Avec le parti de l'innovation, mettez de la joie dans le quotidien de tous les développeurs. Avec le parti de l'innovation, dites oui à l'avenir, rejoignez-moi. Devenez-vous aussi les ambassadeurs des valeurs du parti de l'innovation. Ensemble, nous gagnerons. Je compte sur vous.